moi, Internet, c'est un outil supplémentaire. C'est une sorte de catalyseur d'encontre finalement, parce que les gens peuvent se rencontrer à travers le monde de manière assez simple, à travers des applications ou des sites, quoi. C'est vraiment la suite logique, et la suite historique des agences matrimoniales. Il y avait des plateformes de rencontres sur le Minitel aussi avant. Enfin, c'est pas Internet n'a pas inventé ça, mais il a démocratisé. Et maintenant, ça existe à une plus grande échelle. Je pense que ça a multiplié les rencontres, les amourettes, mais ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Il y a toujours autant de personnes qui sont en couple, il y a toujours autant de personnes qui sont célibataires. Je pense que Internet, ça a changé pas mal de choses pour les timides. D'une part, si on a tendance à devenir rouge tomate, quand on s'adresse à quelqu'un qu'on aime bien, ça se voit pas. Si la conversation ne nous plaît pas, on peut s'en aller, on a le temps de réfléchir à une réponse, on a le temps un peu d'analyser la situation, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. C'est notre identité, mais on peut être derrière un avatar, on peut être quelqu'un d'autre finalement, donc une sorte de masque. Comme c'est plus simple de rencontrer quelqu'un avec un masque, voilà, Internet est une sorte de masque finalement pour les rencontres. C'est peut-être un apprentissage plus soft que de débarquer, d'aller draguer une nana dans un bar, de bégayer et de se prendre un vent. Puisque les nanas aiment bien les mecs sur deux. En fait, c'est peut-être plus facile de rencontrer des gens par Internet parce que finalement, quand t'es dans ta vie quotidienne, que t'as ton taf, t'as tes copains, tes potes, tes trucs, tu fais vite le tour des amis d'amis, quoi. C'est vrai qu'on est tous généralement cantonnés à un petit milieu social, culturel, qui va dépendre de l'endroit où on habite, des gens qu'on fréquente, de l'emploi qu'on a. Sur Internet, on peut se dire, voilà, j'ai des millions de choix, je peux sortir de ce cadre aussi, ou au contraire, faire bien attention à y rester. Enfin, c'est deux possibilités. Tu rencontres des gens que tu n'aurais peut-être pas forcément rencontrés, ni dans le cadre, je sais pas, des rencontres entre amis, ni dans le cadre du travail. Mais c'est fou comme finalement l'utilisation des mots et la manière dont tu vas te présenter, déjà clairement tu sais à quel socio-style tu te réfères. C'est un faux espace de liberté finalement. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens par Internet. Mais très récemment, en fait. Très récemment. Quand je te dis très récemment, c'est moins de 2 mois. Avant ça, ça m'était jamais arrivé et ça me dégoûtait. J'ai toujours eu cette démarche capitaliste d'en vouloir plus. Donc pour les sites de rencontres, en fait, ça me permet de faire encore plus de rencontres et accessoirement de coucher avec plus de filles. J'avais une image du bolos ou de la fille qui fait 250 kilos, qui est incapable de rencontrer des gens dans la vraie vie, qui du coup qui est obligée de se cacher derrière un écran pour avoir le droit d'être aimée, quoi. J'ai rencontré un mec sur Adopte un mec, je suis quand même restée 6 mois avec lui. J'ai rencontré des mecs sur Tinder, ça a duré un petit peu moins. Tu te dis, tiens, combien de likes je vais avoir aujourd'hui? Allez, hop, mon petit shot d'ego boost. Sauf que parfois, tu arrives à un nombre de likes qui est complètement ridicule et tu te retrouves avec, j'en sais rien, 10, 20, 30, 100 personnes que finalement tu ne connais pas, auxquelles tu n'as pas forcément parlé. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi faire? Tinder, j'utilise, mais j'utilise comme finalement beaucoup de gens aux toilettes quand je sais pas quoi faire. Tinder, j'ai du mal avec le côté. C'est poubelle où ça va, poubelle. C'est assez malsain, je trouve. Tu zappes tellement vite qu'en fin de compte, il y a moins de saveur à rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose de moins. Quelque chose d'un peu moins magique. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, bon, bah, si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Et en fait, non, c'est pas vrai. Dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Finalement, des personnes qui te plaisent, il y en a peu. Je reste un peu dans cette dynamique à l'ancienne de l'idée de la rencontre, pas forcément fortuite, mais de la rencontre physique. Ce qui se déclenche quand tu es face à une personne, dans des échanges de regards, le mouvement des mains, le son d'une voix. Je vais plus être émue par ça que par une fiche qui correspond à la mienne sur un site internet. Tout au début, je pensais que mettre juste des voilà, j'aime ci, j'aime ça, ça suffisait pour trouver la bonne personne, c'est de compatibilité culturelle ou ce genre de choses, mais en fait c'est faux parce que c'est pas ça qui est important chez les gens.
Ce que je trouve assez excitant dans toute la démarche de séduction, c'est l'idée de ne pas savoir ce que la personne veut et parfois de ne pas savoir ce que tu veux toi-même. Et je trouve que le site de rencontre rend tout ça trop évident. Les réseaux sociaux sont des sites de rencontres en eux-mêmes. Ça a été Facebook à la base, c'est un mec qui était mal dans sa peau et qui a fait un site de rencontre, quoi. Enfin, qui a fait un site pour réunir tous les étudiants de Harvard, Zuckerberg. Et oui, tout le monde l'a utilisé pour ça. Après, c'est pas la fonction première. Et je pense que les gens qui utilisent Facebook dans le seul but de faire de la rencontre sont très lourds et vite cramés, quoi. Mais disons, et Twitter, c'est un peu ça, mais c'est plus subtil. Et puis Facebook, il y a aussi la notion du like. Il y a une nana qui te plaît, tu vas liker ses statuts ou sa photo et tout. On comprend mieux la personne en face, parce qu'on peut lire sa timeline pendant des jours, des semaines, des mois. Elle peut se dire « Ah, lui, je l'intéresse ». Franchement, draguer sur Facebook, c'est vraiment un truc de bolos, hein, ou de collégien. Enfin, se draguer sur Facebook, je trouve que c'est minable, quoi. Enfin, vraiment, tu sais, les mecs qui ajoutent n'importe qui envoient des mails. On est tellement habitués maintenant à Facebook, ça apporte tellement une nouvelle facilité à la rencontre et au fait de se revoir. Ça devient une démarche complètement indolore, en fait, maintenant. Il suffit de taper le nom dans la barre de recherche Facebook, d'ajouter, commencer à discuter sur le chat, t'envoies une photo de chat, c'est rigolo, et tu fais ça 3-4 jours et tu revois la personne. Donc il y a moins cette étape douloureuse de la demande du numéro de téléphone quand on avait des Nokia 3310. Il faut voir les réseaux sociaux et finalement la rencontre un peu comme une espèce de bar géant où avant les gens se rencontraient plus facilement dans un bar. C'est une sorte de bar géant où tout le monde est connecté, quoi. C'est ça en fait. Je sais pas, je trouve ça plus mignon d'avoir quelqu'un qui m'appelle, qui m'a demandé mon numéro de téléphone, qui m'appelle, que quelqu'un qui m'ajoute sur Facebook ou un message sur le chat. J'ai tendance à me dire que c'est plus de cran, quoi. Le dating est devenu un produit de consommation. Alors moi, je vois deux choses. La première, c'est les sites. Ils sont là pour faire du fric. Ils sont pas là pour aider leurs prochains. C'est vrai, dans le fonctionnement des sites de rencontres, on a l'impression que c'est en gros la matérialisation de la logique de marché appliquée aux rencontres. C'est-à-dire qu'on voit très clairement quelle est la demande, on voit très clairement quelle est l'offre. L'idée, c'est de faire se rencontrer les deux et qu'une relation ou un rapport sexuel naisse de cette rencontre-là. On parle de rencontre, bien sûr, pour à terme être amoureux, non? Et l'amour, c'est pas un marché. Il faut vraiment savoir se vendre. Et il suffit des fois d'un mot ou deux dans un profil pour complètement foirer et que les nanas viennent pas. Ou d'une mauvaise photo de profil et en fait, ça change tout. C'est basé absolument pas sur des critères moraux, c'est que physique. C'est comme dans les rayons d'un supermarché, au moins tu sais où t'achètes ton poulet. Les femmes d'aujourd'hui sexualisent tout. Oui, il y a des photos, c'est un peu étalage de chair et de marchandises. Vu que maintenant, même pour des relations basiques, il faut absolument une femme monte son décolleté ou monte son cul, c'est clair que dans une relation de séduction, il faut en montrer encore plus. Et je trouve ça ridicule parce qu'en fait, à trop en voir, t'as plus envie d'y goûter, quoi. C'est plus choquant parce que c'est rendu beaucoup plus matériel, mais j'ai l'impression que des gens qui vont dans un bar ou dans un club, ils sont dans cette même démarche. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a des mecs qui vont être là, qui vont scruter les filles au comptoir en se disant « je passe, c'est bon, je passe, peut-être, je passe, c'est bon ». Et là-dessus, alors bon, il va falloir un peu plus de courage que de cliquer sur un écran d'iPhone, mais pour faire la démarche de créer un lien avec la personne sur laquelle on a décidé de jeter son dévolu. Mais en soi, la démarche n'est pas fondamentalement différente. On est plus dans l'hypermarché, voilà. Avant, on était peut-être plus dans le marché, quoi, le petit marché local. Mais on consomme au final. Donc, voilà. Mais cette notion de consommation d'être humain, entre guillemets, parce que ça reste une image, hein, ne me choque pas plus que ça, quoi. Ce qui se passe sur Internet, pour moi, c'est pas romantique. Moi, j'ai eu des approches très frontales. Genre, tu baisses ce soir, j'ai bien envie de te retourner. Ou est-ce que tu suces? Est-ce que tu avales? Des trucs délicats, quoi. Concrètement, quand tu te connectes à une appli de rencontre ou un site, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Les gens sont là pour se draguer. Ça dépend de quel romantisme on parle, mais le romantisme classique qui voudrait qu'une vraie rencontre, c'est un coup de foudre sur un quai de gare et que plus jamais on ne se quitte. Enfin,
Je suis pas sûre que ça ait jamais existé d'une part, et ensuite la romance se construit pas uniquement sur la rencontre, ça se construit sur les premiers échanges aussi, sur les débuts d'une histoire, même si les balbutiements sont en ligne, je pense pas que ça tue le romantisme pour autant. Je pense pas qu'Internet soit plus froid, parce qu'en fait, les mots ont un pouvoir assez fort. Jouer sur l'imaginaire, ça change justement de tout ce qu'on voit et de toujours se mettre en avant et de toujours montrer la marchandise en fait avant d'y avoir touché. Le fait de discuter avec quelqu'un longtemps à travers un réseau social ou un site de rencontre, oui, il y a un côté un peu, on s'envoie des lettres, ça permet de connaître l'autre, entre guillemets, être un peu moins dans la marchandise et peut-être plus dans la durée. On peut retrouver dans Internet ce qu'on retrouvait dans les échanges épistolaires des siècles précédents, en beaucoup plus rapide. Même si t'écris des pavés, c'est du tac au tac, quoi. Quand même toujours mieux de recevoir une lettre en papier, avec un peu de parfum. Je suis vraiment attaché à ce genre de choses, j'aime beaucoup. T'as pas la même réflexion quand t'écris sur un clavier. C'est matériel, le papier. Et j'ai l'impression que t'exprimeras mieux tes sentiments, tu seras beaucoup plus sincère sur papier. J'ai eu des relations textuelles passionnées, ouais. C'est l'écrit, quoi. C'est que je suis concentrée dans mon bureau à 14h30 et je reçois quelque chose que je devrais pas recevoir. Voilà, cette espèce de ping-pong intellectuel où le mec qui est en face va rebondir en jouant et tu rebondis de la même manière et tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Je pense que même parfois, j'ai été presque plus séduite par cette relation épistolaire d'un nouveau genre que par la personne. C'est très bien de s'envoyer des DM sur Twitter. Et de discuter sur Facebook. Mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même cool de se voir et d'avoir un vrai échange. Parce qu'on peut être aussi très déçu par des gens qui font de très bons mots sur Facebook, Twitter, etc., qui ont l'air d'être des gens pleins d'esprit, et tu te retrouves en face d'eux et gros malaise. Enfin, où la personne se noie dans ses lacets, devient tout rouge, tu commences à parler, il prend son iPhone, il sue, ça va pas du tout. L'utopie de la réalité virtuelle comme on l'avait dans les années 90 est maintenant réelle. Donc je pense que les relations seront encore plus entre guillemets virtuelles à travers des avatars, et surtout tous les sens pourront être à l'écoute. On sera vraiment dans l'immersion et on sera plus dans la projection en fait. Avant on projetait son autre sur un écran et maintenant on est dans l'écran. Donc du coup il va y avoir une vie parallèle, une vraie vie virtuelle parallèle qui à mon avis est aussi flippante qu'excitante. La réalité augmentée, les Google Glass le font, c'est rajouter des éléments au réel. Ça veut dire que tu rencontreras un partenaire dans un bar, et hop, si tu as des lunettes ou un accessoire comme ça, tu verras les informations défiler. Tu connaîtras son nom avant, tu verras une photo de profil, ses passions. Donc tu verras une nana en soirée, par exemple, tu la vois de loin, hop, ça apparaît, et tu vas la rencontrer alors. Il paraît que tu es fan d'équitation, ça tombe bien, moi aussi. Puis surtout, on va pouvoir avoir des relations sexuelles avec quelqu'un à distance, ce qui est déjà quasiment le cas, c'est quasiment possible, technologiquement parlant, et que ça soit pas juste soit physiquement intéressant. Pour ce qui est de la réalité augmentée, il y aura peut-être moins d'effets de surprise, mais il y a toujours quelques irréductibles. À mon avis, on pourra toujours choisir les informations qu'on laisse et jouer avec ça. Ma peur sur la fin de l'humanité, c'est de se dire que finalement, le monde virtuel, enfin ce monde virtuel-là, est plus intéressant que l'autre vie. Et rester finalement bloqué là-dedans et ne pas avoir de se dire pourquoi je retournerais dans ma pauvre petite vie. Si, peut-être rencontrer quelqu'un qui habite dans l'espace, quoi, mais je sais pas, non, je vois pas. 90% du temps, tu rencontreras quand même quelqu'un sur ton lieu de travail. Je me dis que l'application du futur, dans ton smartphone, en fait, comme tu es déjà géolocalisé, que de toute façon, il peut récupérer tes contacts Facebook et les gens qui likent. En fait, il va te conseiller d'aller. En fait, il va juste profiter de là où tu vas d'habitude pour te faire rencontrer les bonnes personnes. Parce que de toute façon, il aura tout aspiré de leurs mouvements aussi. T'imposes un rendez-vous peut-être, je sais pas, en fonction de ton profil, tu rentres plein d'informations, groupe sanguin, tout ça. Du coup, en fait, l'appli, elle sera même plus palpable. En fait, elle sera complètement impalpable et tu ne sauras même plus qu'en fait, on t'a aidé à rencontrer quelqu'un.
J'imagine que les applications vont continuer à se développer. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est arrivé vraiment au bout de la logique de consommation pure avec des applis comme Tinder, par exemple. Donc c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement efficace. Je vois pas comment on pourrait faire plus rapide, plus efficace. Dans les prochaines années, je pense que vu que les femmes ont le pouvoir sur ces sites-là, puisque sans elles, ils n'existent pas, il faudrait vraiment leur donner le pouvoir absolu, c'est-à-dire un peu plus respecter l'autre pour pouvoir lui parler, quoi. Est-ce que le renouveau du marketing des rencontres en ligne, ça va pas justement être orienté vers le romantisme qui n'existe plus après 10 ans de marketing forcené sur vous allez avoir un maximum de choix, ce sera très simple. Est-ce que ça va pas plutôt être orienté vers ces grandes romances perdues? Voilà, je serais pas étonnée qu'il y ait une sorte d'instrumentalisation marketing de ce truc. Avant, t'avais une sorte de fatalisme où tu te disais, il y a une fille qui me plaît, bah voilà, tu vois, ça sera elle, point final. Je pense que à cause ou grâce à Internet, je pense que tu es dans une quête permanente de je peux trouver mieux. L'herbe est toujours plus verte à côté. Alors que pas forcément, en fait. Il y a un moment, quand tu es heureux et que tu es bien, il faut savoir s'arrêter. Certaines personnes vont, dans les périodes difficiles, vont vouloir être avec un partenaire pour se sentir en sécurité. Et d'autres continuent à faire n'importe quoi en se disant je peux mourir demain, alors je couche avec tout ce qu'il y a. Donc il n'y a pas vraiment de normes. Je prends mon téléphone, je vais sur Internet, j'ai l'impression que tout le monde est proche de moi. Donc potentiellement, toutes les filles sont là. Enfin, j'ai entre guillemets 3 milliards de filles possibles, que c'est beaucoup plus que si j'étais dans un petit village sans Internet où les rencontres sont limitées au nombre de personnes du village. Je pense qu'avoir autant de choix, ça peut rendre un peu fou en fait. Mais quand tu sais pas exactement ce que tu veux. Sur plusieurs années, on peut pas se contenter de vivre pour un choix illimité en zappant les personnes parce qu'on se dit on peut trouver mieux. Enfin, c'est une logique dont on se lasse assez rapidement. Après, on fait partie d'une génération qui veut absolument être épanouie. C'est super intéressant, donc on veut être épanoui au boulot et tout, on veut être épanoui dans notre vie, et donc on veut être bien avant de se mettre avec quelqu'un. On se sent bien très exigeant, on cherche peut-être finalement un truc qui n'est pas une forme d'absolu, qui est fait de la recherche de soi-même à travers l'autre. Et ça, c'est aussi problématique parce que ça ne marche pas. Ce qui change, c'est qu'à force de vouloir à tout prix matcher, rencontrer, continuer à parler, et, en fait ça enlève beaucoup de saveur parce que c'est comme pour tout, si tu manges 100 macarons tous les jours, tu vas plus apprécier le jour où tu vas en manger un avec ton thé. Et c'est celui-là qui sera bien. J'imagine que ça passe, enfin, c'est des travers qui passent avec l'âge et les expériences. Ce qu'on doit chercher, c'est la complémentarité, c'est pas la compatibilité en fait. Il faut que ça soit comme ça et pas comme ça. Ça marche pas. Ça marche. Et ça, c'est difficile. Et ça, on peut pas le trouver parce que c'est la bonne personne, c'est l'alchimie. Et donc l'alchimie, par essence, ça n'existe pas. C'est un but. On tend vers ça, mais c'est très difficile. On peut pas l'atteindre en fait. Le plan cul, c'est une relation basée que sur le sexe, sans prise de tête, sans toutes les obligations du couple. C'est quelqu'un avec qui tu couches de manière régulière et avec qui tu sors pas. C'est avec qui tu ne tisses pas un lien affectif qui sort du lit. Qui tu partages pas tes émotions. Le couple, il y a une notion de propriété. Tu appartiens à ta partenaire et vice-versa. Et finalement, le plan cul, il y a un aspect location, quoi. C'est pour une période définie. À distinguer du plan d'un soir, distinction que je ferais, un plan cul, c'est, je dirais, une personne qu'on voit régulièrement pour avoir des rapports sexuels, mais pas que pour ça. Enfin, je le vois pas comme une relation purement utilitaire de « tiens, j'en peux plus, j'appelle machin, j'y vais », quoi. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est ces mecs qui sont en couple, et en gros, qui vont baiser leur nana en missionnaire, c'est tout, et qui vont avoir une maîtresse pour faire des trucs plus sales, plus funky. C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose de super intime avec quelqu'un, et pas avec celle que t'aimes de peur de la souiller, ou vice-versa. C'est très étrange. Moi, je comprends pas. Moi, ce que je fais à mes plans cul au machin, c'est toujours dans le respect. Ce sera la même chose que ce que j'ai fait avec mes petites amies.
Ma future femme. Je peux pas présenter mes amis. Pour moi, c'est ça l'intimité. Présenter mes amis proches, partager des moments Nutella. C'est hors de question, je ferais jamais ça avec un plan cul. Mon plan cul, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, que je trouve intéressante, enfin qui pourrait être ma copine. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça ne l'est pas. C'est toujours mieux de coucher sans préservatif. Donc si t'es avec un plan de cul et que chacun va avoir de son côté, il y aura toujours un préservatif. Ce sera vraiment intime, mais paradoxalement, il y aura toujours ce petit bout de plastique qui sera là pour te montrer que ça va pas au bout de l'intimité, qu'il y a pas la confiance totale. On n'est pas binaire, c'est pas oui-non, on est fait de subtilité, donc un plan cul peut devenir un plan cul régulier, peut se transformer en ce que les Anglais appellent un fuck friend, c'est un ami avec qui tu fais du sexe, mais ça reste qu'un ami, mais bon après ça peut dériver, puisque forcément, à force d'entrer dans l'intimité de l'autre, il peut se créer autre chose, quoi. Il y a aussi des plans cul officiels, ça c'est incroyable, enfin, mais ça existe, c'est-à-dire des personnes, tu te dis, ah c'est le plan cul de machin, enfin, genre tout le monde le sait. Ça viendrait à l'idée de personne d'aller draguer ce mec parce qu'on sait que son plan cul officiel est dans la place. Enfin, ça devient compliqué. Je pense pas que ce soit hypocrite, c'est bien qu'il y ait des variantes et faut que les gens s'y retrouvent tant qu'ils sont heureux et que ça fonctionne. Toute une question de, je sais pas, de savoir-vivre, de politesse, de respect de l'autre. Il faut pas que ça... Comme dans toute relation, il faut pas mettre mal à l'aise l'autre, il faut pas que ça crée des problèmes. Donc après, je pense pas qu'il y a des règles très définies là-dedans. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et par rapport au non-attachement, oui, en effet, je pense que c'est un peu un mythe. Enfin, on peut pas rester dans une relation comme ça, dans une relation strictement sexuelle, mais avec une personne qu'on voit régulièrement, avec laquelle on s'entend bien, etc., sans qu'un attachement se développe. Au moins chez l'une des deux personnes. Le plan cul, pour moi, c'est quelque chose de très ambigu. Ça m'est arrivé une fois d'avoir vraiment des sentiments pour un de mes plans cul, pour un mec. C'est un type de relation qui est plus dangereux pour l'ego que pour le cœur. C'est lui qui a réussi à arrêter de me voir. Moi, j'aurais jamais réussi. Parce que du coup, j'étais prête à tout accepter. Aujourd'hui, il y a eu une espèce de radicalisation déjà du terme plan cul. Accroche-toi, quoi. On met des mots sur des choses qui ont toujours existé, c'est juste qu'avant on les avait pas nommés puisque c'était... il n'y avait pas d'historien pour parler de ça, quoi. Fut un temps, on aurait appelé ça amitié particulière, ce qui est quand même plus chouette. Mais aujourd'hui, on dit plan cul. Donc je dis plan cul parce que je vais pas parler comme au XVIIe siècle, ça me paraît assez logique. C'est un code générationnel, du coup, les gens plus vieux ne sont pas censés comprendre. Donc si on parle d'un PQR à table avec ses parents... ça fera rire le frère ou la sœur ou le cousin, mais mes parents ne vont pas comprendre, quoi. C'est dégueulasse. Ouais, c'est sale. C'est très réducteur. C'est pas très élégant, mais ça va avec la relation qui, en tant que telle, n'est pas d'une élégance folle non plus, quoi. C'est vraiment froid, il n'y a pas... Parce que même si c'est une relation basée sur le sexe, c'est quand même un rapport... on est quand même dans l'intimité, il y a quand même un respect entre les deux personnes, et là, c'est plus... je trouve qu'il y a cette notion de, je sais pas, plan, de monnayer ou d'aller aux putes à la rigueur. Bah, ça sonne bien parce qu'il y a 2 syllabes, plan cul. Voilà. Il faut partir d'un principe que les mots qui marchent, les buzzwords et compagnie, marchent souvent parce qu'ils sonnent bien. Et c'est extrêmement important de le noter et pas chercher un peu d'autres origines que ça sonne bien donc on a envie de le dire. Un selfie par exemple, bon, pourquoi le selfie est le mot de l'année c'est parce que c'est simple à dire. La façon qu'on avait de considérer les relations a pas mal évolué de génération en génération. Par exemple, la génération de nos grands-parents était beaucoup plus dans une optique de stabilité. Puis la génération de nos parents, j'ai l'impression, a eu tendance à beaucoup plus mettre en avant les idées un peu de passion, d'histoire d'amour un peu passionnée, où le divorce est énormément démocratisé, où finalement l'engagement pour la vie, plus personne n'y croit vraiment. Je fais un lien entre l'intermittence dans le professionnel et dans la vie de tous les jours par rapport à tout. On achète des portables, ils ont des durées de vie réduites, tout a des durées de vie réduites, plus rien ne se fait sur le long terme. Donc les vidéos sur Internet, c'est que des formats courts. Les gamins aujourd'hui, ils ont du mal à aller au cinéma, à supporter des longs plans séquences.
Donc oui, bien sûr qu'à un moment, ça nous affecte, consciemment ou non, sur notre façon d'agir et de, de se comporter avec les gens. Et là, j'ai l'impression que notre génération arrive à une sorte de dernier stade où même cette histoire d'amour passionné, etc., nous paraît bien romantique et c'est pas finalement l'important. L'important, c'est d'avoir du choix. Ce qui nous rend pas forcément heureux. Enfin, c'est pas forcément le plus simple. Ça rend pas les choses plus faciles et plus épanouissantes. Enfin voilà, j'ai 26 ans, j'ai pas vraiment un emploi fixe. Je vais pas m'engager dans quelque chose avec quelqu'un, mais j'ai quand même pas non plus envie de rester seul. Il y a 30 ans, 40 ans, à 26 ans, c'était dur de pas avoir d'emploi fixe, de ne pas avoir un projet de carrière. Il fallait vraiment être à la marge de la société. Donc forcément, on peut faire une famille, penser plutôt à ce genre de choses. Ouais, je pense que c'est très lié aussi au fait qu'on soit une génération devenue assez mobile, avec des études beaucoup plus longues, l'indépendance arrive un peu plus tard. Et bon, si on peut être tranquille et seul pour affronter ça, c'est cool, quoi. Si on peut s'amuser à côté, c'est bien. Moi, je cherche pas de relation de couple, en fait. J'assume que je suis un peu immature. Enfin non, c'est pas de l'immaturité. Je veux m'occuper de moi, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi, être toujours sérieux, rigoureux. Donc en fait, je préfère des relations légères. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager. Je pense qu'on prend l'engagement de façon très lourde, quoi. Ça dénote aussi un manque de légèreté, quoi. Pour moi, c'est pas une preuve de légèreté totale que de papillonner d'une personne à l'autre. C'est aussi une grosse crainte de ce que signifie l'engagement. J'ai l'impression qu'on a la sensation qu'on va finir emmuré dans une relation morne et que la seule voie qui nous attend, c'est finir dans un pavillon avec 2 enfants et un chien. Et... En fait, les gens peut-être se posent trop de questions. Tu vois, se disent, oui, mais si je m'engage avec elle, ça va faire ça, puis ça, puis ça. Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont peur de s'engager. Ils sont trop torturés, quoi. C'est passé en gros, la fin de l'adolescence, où finalement, quand tu rentres de soirée avec quelqu'un, que tu l'embrasses, que tu le revois le lendemain, que tu as des rapports sexuels avec une personne, la question ne se posait pas forcément. Enfin, c'était immédiatement, on appelait nos potes, on disait « ouais, j'ai un copain, c'est génial ». Enfin, il n'y avait pas tellement besoin de le dire, c'était une sorte d'évidence. Je sens juste une espèce de fracture de cette fin de vingtaine de gens un peu fragilisés par des premières histoires pas toujours faciles. Après, je sais pas, deuxième période, plutôt entre, 22, 23 et 26 ans, où il y a une sorte de flou, où en fait, on peut voir régulièrement quelqu'un bien s'entendre avec, coucher avec, et en même temps ne jamais mettre de mots sur ce que c'est, et ne jamais se sentir engagé vis-à-vis de cette personne. Ça fait qu'il y a cette espèce de période de flottement où on a l'impression que personne ne veut vraiment y aller, quoi. Enfin, que tout le monde a envie d'essayer un peu de nouvelles choses, tout le monde est tenté par de nouvelles rencontres. Je sais pas si notre génération a plus peur ou est juste tout simplement plus tentée, a plus de possibilités en fait de rencontres qu'avant. Ce qui fait qu'avant de dire que c'est la bonne personne, on peut se permettre de tester entre guillemets d'autres gens, donc de finalement ne pas s'engager. Que ça se concrétise par une génération zapping, oui, un peu. Mais je pense que ça n'empêche quand même pas de vouloir tisser des liens qui sont profonds et qui vont être importants. Et ça n'empêche pas non plus de se projeter. On a l'impression qu'en fait c'est illimité, surtout dans les grandes villes, et puis grâce à Internet, on va pouvoir trouver peut-être la bonne personne. Mais je trouve ça finalement assez intéressant, puisque c'est peut-être une forme de romantisme. Chercher l'absolu. Le non-engagement est peut-être finalement témoigne peut-être d'une recherche d'absolu, puisqu'on cherche vraiment la bonne personne. En tout cas, moi, je me retrouve là-dedans. Il y a un grand fantasme autour d'Internet et le sexe, comme quoi ça aurait libéré les gens. Moi, je suis toujours partisan du fait que Internet ne change pas vraiment les gens, donne la possibilité aux gens de faire autre chose. Dans les années 70, les gens, ils étaient beaucoup plus libérés que maintenant. Mais 1000 fois plus. Et je pense que les gens se trompaient plus,
où j'ai plus à tort et à travers baisé plus avec n'importe qui que maintenant. Internet facilite l'accès à cette libération sexuelle, mais c'est pas à l'origine de cette libération. C'est le changement des mœurs est quand même bien antérieur à Internet. Ou lui sera postérieur, puisque chez certaines personnes, les mœurs ne semblent pas avoir beaucoup évolué. Il y a un paradoxe pour moi actuellement dans notre société, c'est qu'on est tous habitués au code, à la sursexualisation, on connaît tous les codes du porno. Et d'un autre côté, on redevient vraiment prude. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est société de consommation qui nous vend du cul et qui veut nous faire dépenser des dollars et des dollars, et une société en crise qui essaie finalement de revenir en arrière, quoi. De revenir d'être peut-être un peu plus réactionnaire. Comme en Espagne, quand il y a eu les lois, ils ont voulu annuler l'avortement. Et je pense pas que ça soit une explosion du libertinage. Je pense qu'il y a une plus grande curiosité, parce qu'il y a un accès à l'information. Mais quelqu'un qui n'a pas... Internet ne force pas les gens à devenir libertins, par exemple. Maintenant, on peut assumer plus d'avoir un plan cul, dire c'est pas sérieux, c'est pas grave. Je suis une nana, j'ai 32 ans, je suis avec un mec de 25 ans, par exemple. Non, c'est juste comme ça et tout, je l'assume. Au niveau du porno, c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus simple. Les gens en parlent beaucoup plus facilement. C'est pas du tout un tabou aujourd'hui. Dans le champ académique, par exemple, il y a tout le développement des porn studies qui sont très intéressants. Je pense qu'il y a un rapport au corps différent, surtout chez les plus jeunes. L'exhibition est un peu plus acceptée, entre guillemets. Mais j'ai pas l'impression que, même si on est abreuvé de porno et qu'on est toute une génération à avoir grandi avec, dans le cadre intime, je vois pas... pour moi, le porno n'a rien inventé. Pareil. Donc Internet n'a rien inventé. Je veux dire, le Kama Sutra, c'est pas arrivé qu'Internet, par exemple. Donc des positions même les plus incongrues existaient déjà. Le porno n'a jamais influencé mes pratiques sexuelles, dans le sens où j'ai vu un mec un peu brutal pilonner une nana et je suis pas arrivé, j'ai pas fait ça à une fille. Parce que le porno, c'est pas faire l'amour. Après, peut-être que ça m'a donné des idées sur certaines positions un peu farfelues. Mais après, il faut placer quand tu es sur le terrain, c'est pas la même chose. Il y a moins de pression religieuse, parce qu'on voit ce qui est possible de faire, et puis il y a moins de religion, un peu moins dans la société. Mais c'est pas une libération. Il n'y a pas un avant et un après, je pense. Voilà. L'amour, c'est pas un concept déjà, c'est un sentiment. C'est pas une pub, l'amour. Je pense qu'il y a une image un peu biaisée, erronée, qui vient de la littérature et de tout ça. Où genre, Walt Disney, la belle trouve son prince et ils ont tripoté d'enfants ensemble et hop, c'est magique comme elle est avec son homme. Tout devient magique, c'est pas vrai ça, c'est des conneries. C'est-à-dire que se dire qu'on va tout miser là-dessus et que ça va être le pilier principal de notre vie, comme on te le vend, mais à toutes les sauces, dans les pubs, au ciné, sur Internet, partout, et ben en fait, non. J'ai toujours cru que l'amour, c'était une sorte de démarrage. C'est-à-dire que ça commence sur des chapeaux de roue, mais comme tout, ça se pratique, c'est comme le sport, c'est comme tout, ça doit être régulier. Les piliers, ils sont ailleurs. L'amour, c'est ta petite dose de paillettes qui fait que tout le reste des piliers va briller un peu plus et va être un peu plus effervescent. Mais en soi, toi, tu as déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Et puis, il y a plein d'amour. Là, on parle de relations amoureuses, mais après, tu as l'amitié, qui n'est pas une sous-catégorie de l'amour, qui est hyper importante. Tu as l'amour que tu portes à ta famille, à tes amis, et même à ce que tu fais dans la vie, donc l'amour que tu te portes à toi-même. Moi, j'ai toujours considéré que l'amour, tu savais que tu étais amoureux quand t'avais mal à la place de l'autre. C'est quand tu tiens tellement à quelqu'un qu'en fait, ça t'importe autant que ton bien-être. En fait. Tu le mets sur un même pied d'égalité, voire plus. Est-ce qu'on peut aimer une personne toute une vie ? Bah écoute, je sais pas, rappelle-moi d'ici rappelle-moi d'ici 50 ans et je te dirai ça. Ah ouais, ça j'en suis sûre. Ça veut pas dire qu'on reste avec la personne toute sa vie, mais on peut même aimer plusieurs personnes toute sa vie. Mais après, il faut commencer tard à s'aimer. Par contre, il faut accepter que ça soit pas forcément de la même manière tout au long de cette vie. Si tu commences à 20 ans, c'est un peu perpète, quoi. C'est un peu long. D'où l'infidélité et tout ça. Tu vois, il y a quand même un truc qui m'inspire quand on se dit, tiens, on va avoir des enfants ensemble. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu te dis, cette personne, je l'aimerai toute ma vie. Et même si on se sépare, en tout cas, j'ai assez confiance en elle et je l'aime assez pour me dire que ça sera de toute façon une bonne mère pour mes enfants ou un bon père pour mes enfants. Et il y a du coup quelque chose de beau, un peu, qui se passe.
Il faut des enfants, je pense, c'est important. Il faut des voyages. Il faut des périodes où on n'est pas tout le temps ensemble. Il faut beaucoup de confiance. Pas de jalousie. C'est quand même beaucoup d'ingrédients. Euh, Je pense que je me marierai. Au départ, il y a 5 ans, tu m'aurais posé la question, j'aurais dit, hors de question, c'est la merde. Enfin, quand tes parents divorcent très tôt, t'as pas très envie de te marier. Mais j'arrive à croire aussi à quelque chose, un engagement. Donner mon nom à la femme que j'aime, c'est cool aussi, si elle le veut bien. C'est reconnaître à tous les niveaux que ton amour, il compte. Mais je n'ai aucun mépris ou... Enfin, je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de se marier, tu vois, mais moi, j'ai envie. Ça solidifie quelque chose et c'est rassurant. Ça me rassurerait, moi. Je pense pas que le mariage ait vraiment perdu ton sens, c'est que moi, j'ai jamais trouvé de sens. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de ce que c'est réellement. C'est une institution bourgeoise. Maintenant, c'est très bien que tout le monde puisse se marier. Si les gens ont envie de se marier, c'est l'occasion de faire une fête avec ses amis, c'est très bien. Les cérémonies, je trouve ça kitsch. Le costard, la robe blanche, l'organisation et tout, ça me dégoûte en fait. Ça me donne envie de vomir. Le côté tradition, tu vois, il me branche pas. Il me branche pas plus que ça parce que quand bien même je connaîtrais des gens qui sont mariés depuis une vie, leur vie me fait pas vraiment rêver, leur couple ne me fait pas rêver. Mais non, enfin, pour moi, ça n'a pas grande valeur. Ça a une valeur fiscale évidente. Quoique, avec ma paye de doctorante, je n'en vois pas bien l'intérêt pour l'instant. À l'heure où en fait le couple a évolué et le mariage n'a plus a perdu de sa superbe, ouais, peut-être que l'important, de toute façon, pour moi, toujours l'important, ça a été la famille. C'est les gens avec qui t'es, que t'aimes, ce que tu partages. La paternité, oui, si t'as des enfants et tout, c'est fort. C'est plus fort qu'un bout de papier. Tant que le couple est là, la fidélité, quand l'infidélité commence à s'immiscer, c'est terminé. Et mieux vaut le dire clairement. Enfin, mieux vaut dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai peur de faire ça, je vais faire ça. Moi, l'excuse de « ouais, j'ai trompé ma meuf parce que je suis un mammifère et que les mammifères, ils ont pas qu'une partenaire » ou ce genre de conneries, la nature humaine et tout. Je pense qu'à un moment, faut faire preuve de... faut être responsable, quoi. C'est pas quelque chose que je prends très à la légère. C'est pour moi un manque de respect extrêmement prononcé. Et quand on a été avec quelqu'un, quand on a partagé sa vie avec quelqu'un, ne serait-ce que quelques mois, c'est le minimum de respect qu'on peut avoir, c'est de pas faire ça, quoi. Tromper ton partenaire et aller pleurer en lui disant « je t'ai trompé », ça, pour moi, c'est lâche. Si tu trompes ton partenaire, tu vas pas lui dire tu prends tes responsabilités, dans le mal comme dans le bien, tu vois. C'est ça, être adulte. J'ai arrêté de nier le fait que c'est pas parce que tu es avec quelqu'un que tu peux pas avoir du désir pour quelqu'un d'autre. Après, le fait que tu aies du désir, ça veut pas dire que tu vas aller voir ailleurs, mais en tout cas, déjà, rien que le fait de l'accepter, c'est déjà être très honnête avec toi-même, c'est déjà bien. Bon, le sexe, ça fait partie intégrante du couple. Pour moi, c'est 50%, voire plus. Parce que c'est vraiment le domaine de... Il n'y a pas plus intime. Mais après, c'est du sexe. Alors chacun, comme je dis, voit midi à sa porte, mais tu peux coucher avec quelqu'un et toujours être fou amoureux de ton partenaire ou de ta partenaire. T'imagines, dis donc, que ça met une sacrée pression sur les épaules, quoi. Si t'arrives à combler tous les désirs, qu'ils soient physiques, intellectuels, j'en sais rien, tous les besoins qu'a une personne, je me dis, chapeau, je dois vraiment être quelqu'un de super. J'en doute, donc je ne doute pas une seule seconde que la personne qui partage ma vie à un moment donné ait d'autres envies. Après, des gens qui passent, pourquoi pas. Des gens qui restent et qui cohabitent du coup avec toi. Non. On n'a pas le contrôle sur tout dans la vie, donc si à un moment ton partenaire va voir ailleurs ou en aime un autre, il faut se dire que tu peux pas... T'y peux rien, quoi. Il y a tout un système qui permet d'avoir une relation parallèle grâce à Internet. Internet, ça permet
au renard de jamais chasser à côté de son terrier. Un vrai mec infidèle, il trompe pas sa femme avec des collègues de bureau. Trop facile, trop repérable, trop difficile à justifier. Trompe sa femme avec des nanas qui rencontrent sur Internet. En tout cas, quelqu'un qui a envie d'être infidèle, c'est probablement plus simple de passer par des sites de rencontres. D'ailleurs, il y a des sites de rencontres spécialisés dans l'infidélité, du type Gliden. C'est presque devenu un argument marketing, en fait, d'être infidèle grâce à notre site, c'est très cool. Ensuite, je suis pas sûre que ce soit un vecteur d'infidélité. Enfin, je pense pas que parce que les gens sont beaucoup sur Internet, ils vont avoir envie d'être infidèles. C'est beaucoup plus simple d'être infidèle avec Internet que ça peut être aussi beaucoup plus simple pour se faire griller. Je sais pas combien de couples ont explosé à cause d'Internet, parce que pensant être anonyme et caché derrière, voilà, on oublie vite qu'on a un historique, qu'un mot de passe est facile à retrouver. Il y a cette notion de stalking, d'espionner son partenaire, de voir ce qu'il fait, de savoir où il est, s'il nous ment ou quand il nous dit qu'il est avec, je sais pas, qu'il est avec ses parents, en fait, il est en train de se secouer la gueule avec ses potes et tout. On perd encore plus, je trouve, la vie privée. Je veux dire, parce qu'un couple, c'est deux personnes ensemble, mais c'est aussi chacun son jardin secret. Les réseaux sociaux n'ont pas amené que du bonheur là-dessus. Hein, parce que si la personne veut être infidèle, peut l'être, mais il y a toute une démarche à faire pour pas se faire cramer, quoi. Et il y a toute une autre démarche à avoir pour essayer de connaître la vérité. C'est qu'on a un doute, généralement. Ça suffit pas de regarder l'autre dans les yeux et lui dire « Alors, est-ce que tu me trompes ?» Parce qu'on peut très bien mentir. Après, les réseaux sociaux, eux ne mentent pas. Ça peut être un peu malsain, ça peut rendre difficile, par exemple, des ruptures amoureuses. Quand on rompt avec quelqu'un ou qu'une histoire ne marche pas, ça peut être perturbant de voir la tête de cette personne quand on se lève le matin, qu'on boit un café sur son fil d'actualité Facebook et de voir cette personne qui tape un pouce avec une bière et une personne à côté, alors que tu viens de te réveiller les yeux gonflés et au bord de la dépression. C'est un peu dur. Puis t'interprètes tout, quoi. Le moindre truc, elle est en photo avec machin, et non, c'est pas possible, je savais, c'était ça. Je me souviens que j'avais même pris le Facebook d'un pote pour voir, parce qu'elle m'avait un peu caché des trucs, et du coup ça m'avait rendu encore plus dingue. Mon petit conseil dans ces cas-là, c'est de... Moi, je supprime, en fait. Voilà. Je supprime parce que je sais que j'ai ce côté... j'ai du mal à résister à la tentation du stalking. Mais c'est aussi assez grisant de connaître la vie de quelqu'un d'autre, d'être un détective. Mais il y a des règles, c'est-à-dire, normalement, on ne doit pas stalker sa copine, les gens de sa famille ou ses amis, parce qu'on va découvrir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc vaut mieux, je suis plus partisan le fait de fermer les yeux que de découvrir ce qu'il faut, surtout pour les gens qui sont proches. Quitte à perdre 2 heures, autant procrastiner sur Wikipédia et aller de lien en lien et apprendre des trucs plutôt que de regarder comment sont passées les vacances de ces 5 dernières années de l'ex de ton ex. À l'approche de la trentaine, est-ce qu'on ressent plus de pression ? Les gens ne te le font pas ressentir en te disant voilà, t'as pas encore d'enfant, t'es pas marié, t'es pas en couple sérieusement. Mais quand on te demande ton âge, maintenant, on te dit t'as personne. Tu sens que les gens se disent comme si moi la question je me la posais pas en plus. Enfin, comme si moi c'était pas une situation qui me faisait déjà assez chier. J'ai pas besoin que Chantal et Jean-Jacques se disent la pauvre elle est toute seule. Hein. Ça va pas être facile. Hein. C'est des petites réflexions, quoi. Par exemple, quand tu vas à un dîner ou dans un bar, tu rejoins des potes, la plupart sont avec leurs copains et leurs copines. Toi, t'arrives, t'es seule, t'es un peu la personne qui est censée raconter tes bonnes histoires du mois dernier, quoi. Genre, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah ouais, je suis encore tombée sur 3 gros losers, bon, c'est pas grave. Puis il y a eu ça et ça. Bon, c'est cool, tu vois, tu les fais marrer, mais t'as un peu ce côté... pas bête de foire, mais la personne encore un peu immature, qui n'a pas compris que la vraie vie, c'était le couple bien stable. Les gens avec qui je garde contact qui sont à Lille, du coup, bon, ils sont quand même souvent mariés, ils ont déjà eu leur premier enfant, parfois le deuxième est en route. Je pense que là, je sentirais un peu plus la pression. Ici, à Paris, tu te sens pas spécialement... non, tu te sens pas spécialement
ovni parce que t'es célibataire à 30 ans, quoi. J'ai été étonnée d'avoir une amie qui m'a dit, il y a quelques jours, une amie donc, qui a 27 ans, qui s'est séparée de son copain il y a quelques temps, qui l'a dit à ses parents, et l'un de ses parents lui a dit bah, il va pas falloir tarder parce que t'as déjà 27 ans quand même. Mais pas une blague, hein, enfin, sérieux. Et j'ai trouvé ça étonnant. Plus tu vieillis, plus on se demande. Plus les autres se demandent. Alors, encore ça, j'ai que 25 ans. Mais si à 30 ans, je suis célibataire, je pense que je ne le vivrai pas du tout de la même manière. Et je pense que socialement, ça n'aura pas du tout le même impact. Alors, dépasser 30 ans, c'est le bouquet. Hein. On peut se mettre une pression tout seul par rapport à ça en se disant je n'avance pas dans la vie, mon Dieu, c'est horrible. J'ai pas envie de finir seul. Mais j'ai pas envie de finir mal accompagné. Pas comme mon père, par exemple. Oui, j'aimerais bien me marier à 30 ans et avoir un enfant à 32, c'est clair. Mais c'est pas écrit tout ça. Pour moi, quand on dit trouver sa moitié, en fait, j'y crois pas une seule seconde, quoi. C'est, y a pas, je suis pas une demi-pièce ou je suis pas une pièce manquante. Donc, je me sens pas de pression. J'ai 29 ans, je suis célibataire et ça me va bien. Mon combat, c'est d'être heureux. Et si je peux le partager avec quelqu'un, je le fais, voilà. Disons que la question de solitude, pour moi, elle se pose pas en termes de je ne vais pas partager ma vie avec un homme. Je serais triste, par contre, de ne partager ma vie avec personne. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et demain, ça sera encore moins le cas. Et chaque jour qui passe dans ma vie fait que ce tissu s'enrichit de plus en plus. Donc moi, je me sens de moins en moins seule, finalement, chaque jour. Et voilà, après, la question d'avoir des enfants, elle se posera le jour où je rencontrerai quelqu'un qui sera à la hauteur de m'en faire. Vu le succès des sites de rencontres ou d'émissions telles que L'amour est dans le pré, quand même première émission de France à mon grand dame, mais toujours est-il, je pense que les gens sont quand même très intéressés par effectivement trouver l'amour. Ouais. Je pense qu'on se posait finalement les mêmes questions il y a 2000 ans, quoi. Peut-être il y a moins de témoignages là-dessus, mais où il y a peut-être 10 000 ans, hein, je sais pas. Il suffit de regarder la littérature. Je pense que ça dépend vraiment de ton milieu social. C'est des questions universelles et que même en Afrique ou en Asie, les gens se posent les questions. Tout le monde cherche l'amour, tout le monde cherche à plaire, à séduire. Après, en fonction des lieux, des grandes villes ou des petites, c'est pas la même problématique. Un mec qui habite en Normandie et qui élève 5000 vaches, il en aurait juste à rien à foutre de se demander si oui ou non l'amour, enfin tu vois. Sur cette dimension-là du choix et de l'indécision, et de la difficulté à avoir tant de personnes comme ça à notre portée, je pense en effet que c'est parisiano-parisien, lyonno-lyonnais, enfin voilà, c'est vraiment les grandes villes. Quelqu'un du fin fond de la Dordogne ou du Limousin, non, je pense qu'il peut totalement s'interroger sur les évolutions du couple aussi. Enfin, ça me paraît assez normal, la société évolue partout. Mais je le mettrai pas dans la case bobo, parce que ça veut rien dire, ni hipster, ni intellectuel. Je pense que c'est juste, voilà, un raisonnement de gens qui ont un peu du temps aussi pour penser à ça, pour s'interroger sur la société. Je ferai la distinction entre le questionnement personnel, qui à mon avis existe chez tout le monde, et la capacité, la possibilité d'exercer un vrai choix, quoi. Ça va très vite, donc je pense pas qu'on ait le temps de se poser la question non plus, quoi. On s'adapte.